Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 8 février 2025 avec tout d'abord cette nouvelle énorme, c'est-à-dire Toretsk est tombé, ça y est, c'est fait. C'était un hub important logistique, c'était un verrou stratégique moyen, important, pas le plus grand verrou stratégique, mais un verrou stratégique important malgré tout. Donc Toretsk tombe, ça a été officialisé par le ministère russe de la Défense. C'était annoncé, c'était prévu déjà la semaine dernière, hein, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, il ne manquait plus que l'annonce officielle russe. Donc c'est un énorme coup dur côté ukrainien. Alors, autres titres principaux, ben, on a l'Europe, l'Union européenne, qui réfléchit à rétablir le gaz russe. Là, tout d'abord, dans le cadre du gaz ukrainien, donc que l'Ukraine rouvrirait les vannes, mais on va voir qu'en réalité, sachant que l'Union européenne sait qui va gagner la guerre, ça parle de plus en plus des Nord Stream, de rétablir les Nord Stream. Alors officiellement, là, on va parler en deuxième titre principal du Danemark qui a déjà pris langue avec Gazprom pour réparer les Nord Stream. Alors le prétexte du Danemark, c'est pour des causes environnementales. Alors évidemment, ça fait rigoler tout le monde. En réalité, le Danemark veut contre-attaquer avec ses moyens étant donné qu'elle est en petite guerre avec les États-Unis par rapport au Groenland. Vous savez que le Danemark est furieuse puisque les États-Unis, Trump veut prendre le Groenland. Et le Danemark, en réalité, à son petit niveau, essaye de contre-attaquer les États-Unis en se rabibochant avec la Russie concernant les Nord Stream. Alors bon, le Danemark a-t-il les moyens politiques, financiers, etc., pour vraiment que le Nord Stream 2 soit remis en l'état et que à nouveau le gaz russe coule? Je ne le pense pas. Je pense qu'il faudrait aussi l'accord de l'Allemagne, principalement, peut-être même aussi de la Suède. En tous les cas, bon, nous verrons bien, mais nous voyons que le Danemark contre-attaque par rapport au Groenland avec cette reprise des Nord Stream 2 voulue par le Danemark, tout d'abord par la petite porte en prétextant de réparer, on va dire, un problème environnemental, mais en réalité, évidemment, nul n'est dupe. Tout ça n'est qu'un prétexte ridicule d'ailleurs, mais peut-être que c'est fait exprès par le Danemark pour faire un pied de nez aux États-Unis, hein, en se moquant des États-Unis avec ce prétexte écologique qui, bien sûr, en réalité, n'est qu'un prétexte. Il faut prendre ça comme ça. Alors, Donald Trump, que va-t-il dire si jamais la réparation des Nord Stream devient réalité? Je ne le sais pas. Peut-être va-t-il ne rien dire, mais connaissant Trump, j'ai quand même des doutes. Nous allons voir comment ça va se finir à la fin. Nous verrons bien, mais encore une fois, je le répète, quel changement, quel retournement. Alors évidemment, on pourrait se dire c'est du fait de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Je ne le pense pas, je pense plutôt que l'Union européenne a vu que la Russie victorieuse ne va pas négocier avec les États-Unis tant qu'elle n'aura pas atteint ses objectifs militaires. Et ses objectifs militaires sont très clairs, tout du moins les objectifs militaires officiels. Les objectifs militaires de la Russie officieux sont beaucoup moins clairs, mais en tous les cas, l'Union européenne sait reconnaître qui va être le vrai gagnant là-dedans et qui va en réalité décider du sort de l'Ukraine et qui va en être très largement gagnant.
Donc la Russie va en sortir bien entendu largement gagnante, et même d'un point de vue militaire. Et n'oublions pas qu'avec les nouveaux territoires conquis, bah, la Russie va être plus puissante que jamais, en terres rares, en terres agricoles, en charbon, en énergie, hein. N'oublions pas la centrale nucléaire de Zaporojye qui a été prise par les Russes, la plus grande d'Europe. Donc la Russie, sur le moyen terme, va être beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui, et à tous les niveaux. Je viens de vous le dire, énergétique, au niveau agricole, et aussi au niveau du prestige international, car l'armement russe aura prouvé dans une vraie guerre sa valeur. Et n'oublions pas qu'il y a 54 pays, dont 32 pays de l'OTAN, qui ont combattu directement ou indirectement la Russie. Ne l'oublions pas, et la Russie finalement va être victorieuse malgré tous ses adversaires qui ont fait une coalition contre la Russie. Et n'oublions pas en plus que tout cela a démontré la résilience extrême de l'économie russe malgré les plus de 40 000 sanctions qui ont été faites contre la Russie. Résilience extrême. Imaginez-vous quand la Russie n'aura plus les sanctions, parce que évidemment tout cela viendra un jour. Imaginez-vous la puissance de la Russie quand elle n'aura plus à financer cette guerre, qui est, il faut le dire, ruineuse pour la Russie. Imaginez-vous, projetez-vous dans l'avenir, projetez-vous dans l'après-guerre, et imaginez-vous la Russie sans cette guerre qui est un véritable fardeau pour la Russie. Donc voilà, donc tout ça fait très peur aux États-Unis et à l'Union européenne, mais le mur des réalités est là, et ils doivent faire face à tous ces faits-là. Et bah, autant se mettre du côté du vainqueur et non pas du perdant, bien évidemment. Le perdant bah, ne peut rien dire, et le gagnant ramasse tout. Ne l'oublions pas. Donc tout ça est absolument énorme, va être un changement colossal qui, à mon avis, va changer une bonne partie du monde. Je le pense, je le crois. Nous verrons bien. Alors évidemment, ça ne se fera pas dans les premiers mois de la victoire de la Russie, mais je dirais dans 1 ou 2 ans après la victoire, il y a beaucoup de choses qui changeront dans le monde, hein. Je le crois. Bon, nous verrons bien. Autre information énorme, bah, nous avons la population ukrainienne bah, qui n'en peut plus et qui se tourne contre ses propres militaires. On en est là, hein. On en est là. Donc voilà, donc c'est des choses absolument énormes. Ça y est, on a atteint le point d'effondrement ultime de l'Ukraine. Le front s'effondre sous nos yeux, et comme je le répète depuis 2 ans environ dans mes vidéos, où je vous dis que la Russie a gagné la guerre bah, depuis le début de la guerre, c'est-à-dire en réalité depuis le 26 février, donc 2 jours après le 24 février, et à chaque fois je vous donnais cette image-là, c'est-à-dire d'un homme qui tombe au ralenti. Alors on sait qu'il va tomber par terre, hein, qui va se ramasser sur le sol, mais c'est comme si cet homme était filmé au ralenti. Donc le phénomène est lent, mais il est inéluctable, c'est-à-dire on connaît déjà la fin, sauf que on ne connaît pas le quand. Alors le résultat était sûr et certain. Encore une fois, hein, reprenez mes anciennes vidéos, c'est très facile à voir, hein. Vous reprenez mes anciennes vidéos, ça fait plus de 2 ans, 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi même que j'annonçais le résultat, puisque en réalité, pour qui connaît le complexe militaro-industriel russe et qui connaît la résilience russe, je vous avais dit à maintes reprises, j'avais même fait des vidéos exclusives pour vous montrer que la Russie était prête, se préparer dès 2014, puisque la Russie a commencé à être sous sanction dès 2014, après la prise de la Crimée, et elle s'était préparée pendant 8 ans
à ces fameuses sanctions qui devaient détruire la Russie. N'oublions pas les mots de Bruno Le Maire. Donc en réalité, pour qui connaissait bien la Russie au niveau économique et de son complexe militaro-industriel, ce n'était pas une surprise en réalité. Bref, donc disais-je, en Ukraine, eh bien même les Ukrainiens se retournent contre leurs propres soldats, ils en ont marre, ils veulent que cette guerre cesse et ils veulent bien évidemment en réalité virer Zelensky. Ils le voulaient depuis le début, mais la propagande, les mensonges des médias, les faux sondages parmi la population ukrainienne a fait que les gens ont été leurrés, bien évidemment. Mais en attendant, les Ukrainiens ne sont pas dupes, ils savent très bien ce qui s'est passé dans leur propre pays, ils l'ont vu de leurs propres yeux, il suffit qu'ils se souviennent comment était la vie avant la guerre en Ukraine, comment était la vie même avant 2014, surtout avant 2014, avant le coup d'État américain à Kiev, ils se souviennent comment ils s'entendaient bien avec la Russie et comment ils en bénéficiaient énormément. L'Ukraine était en montée économique avant 2014, elle était en montée économique. Donc, et en plus, Yanukovych, dont on vous dit dans les médias qu'il était pro-russe, c'est faux. Il avait de bonnes relations avec la Russie, mais il voulait avoir de bonnes relations avec l'Union européenne, et ce n'était pas un pro-russe comme on le disait, il voulait juste des bonnes relations avec la Russie, et Yanukovych, je le répète, avant qu'il soit remplacé par le coup d'État américain, par Poroshenko, lui a été bien élu par son peuple. Donc ce qui est arrivé en 2014 était absolument scandaleux. Bref, donc vent de changement absolument énorme en Ukraine, tout se précipite. Alors évidemment, vous allez me dire, pour les mauvaises langues, je dis ça depuis très 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 longtemps. Oui, mais effectivement, mais moi je disais bien que le phénomène était lent. Le phénomène était lent. Mais, et je vous prenais aussi l'image de l'élastique que l'on étire. Mais comme vous le savez, un élastique que l'on étire indéfiniment, au bout d'un moment, il craque, forcément. Alors bon, c'est une guerre, il y a quand même 54 pays contre la Russie financièrement qui aident principalement. Il y a très peu de pays en réalité, il n'y en a qu'une poignée qui interviennent en réalité militairement en Ukraine. Mais c'est ce qui fait que la guerre dure alors qu'elle aurait dû être finie depuis longtemps. Bref, l'effondrement est pour bientôt et évidemment quand le front sera effectivement effondré et qu'il n'y aura plus de front, là, la Russie fera ce qu'elle veut, absolument ce qu'elle veut. Et c'est là où est le mystère russe. Parce qu'on connaît les desiderata russes, hein, c'est-à-dire la Crimée, les catoblastes déjà pris, la dénazification, que l'Ukraine n'entre jamais dans l'OTAN, que les sanctions soient enlevées contre la Russie. Mais voilà, là c'est une opportunité unique dans l'histoire moderne de la Russie de reprendre tous les oblasts russophones. Et oui, car idéalement pour la Russie, et encore une fois je le répète, c'est leur seule et unique chance de récupérer tous les oblasts russophones, c'est de prendre Odessa, Nikolaïev, Dnipropetrovsk et Kharkov. Là je parle des 4 autres oblasts. Ça voudrait dire que les Russes, s'ils veulent faire la Nova Rassia plus ou moins complète, il leur faut 8 oblasts en tout. Donc il leur faut prendre encore 4 oblasts. Alors est-ce que Vladimir Poutine ira jusqu'au bout? Surtout avec l'oblast d'Odessa qui devrait en théorie faire la jonction avec la Transnistrie. Voilà, là est le véritable mystère. C'est la seule interrogation qui reste en réalité quant aux intentions de la Russie. Mais bon, bref, je commence à être un peu long dans l'introduction. Alors, comme d'habitude, cette vidéo va vous présenter des informations diverses
très intéressante. Et en seconde partie, ne manquez pas la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le front, les dernières nouvelles du front, donc carte militaire à ne pas manquer. Voilà, commençons. Alors tout d'abord, j'aimerais vous présenter un tweet d'Alexei Arestovitch, qui était l'ex-conseiller de Zelensky en communication et en stratégie. Donc il était conseiller de Zelensky de décembre 2020 à janvier 2023. Alors pendant tout ce temps-là, graduellement, au début c'était un énorme propagandiste, hein, il était très apprécié de Zelensky. Et avec le temps qui passe, eh bien, il est devenu de plus en plus tiède. Carrément, au bout d'un moment, il faisait des communications qui contredisaient ce que disait Zelensky. Donc, et jusqu'à carrément être un combattant en communication, tout du moins, contre le gouvernement de Zelensky. Et le pire du pire, on a un Arestovitch qui se rapprochait de plus en plus de la Russie, des idées russes tout du moins, parce que Arestovitch avait laissé tomber la propagande et commençait à dire la vérité, c'est-à-dire qui avait agressé qui, le pourquoi de la guerre en Ukraine, les accords de Minsk, Angela Merkel, les États-Unis, le coup d'État, il commençait à balancer, voilà, sur les réseaux sociaux. Et donc là, il a dû fuir pour préserver sa vie, tout simplement. Donc, aux dernières nouvelles, à ma connaissance, là, il s'est réfugié aux États-Unis. Et donc là, pour en venir quand même au sujet, Arestovitch, là, il a fait un dernier tweet très très intéressant qui dit tellement de choses et c'est tellement vrai, c'est tellement édifiant et qui résume tout que je n'ai pas pu résister à vous le montrer. Alors que dit-il à Arestovitch? Il dit: nous avons perdu la guerre à cause de notre stupidité, de notre fierté et de notre entêtement. Donc là, oui, ça résume tout, c'est ça. Et il finit en disant: et le plus important, nous nous sommes perdus nous-mêmes. Et il insiste: nous-mêmes, nous nous sommes perdus nous-mêmes. Et il a raison, bien évidemment. Les Ukrainiens ont perdu leur honneur, leur dignité, leur fierté nationale, car ils se sont vendus. Alors évidemment, je parle du gouvernement ukrainien, hein, pas de tous les Ukrainiens, je parle de tous ceux qui ont participé à la collaboration avec les États-Unis. Eh bien, tous ces gens-là se sont perdus eux-mêmes en réalité. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment édifiant, qui résume tout, très bien dit en peu de mots. Voilà. Alors on va commencer avec un article du Financial Times qui nous dit: l'Union européenne débat à nouveau du gaz russe dans le cadre de l'accord avec l'Ukraine. Les défenseurs de l'énergie estiment que la réouverture des pipelines pourrait contribuer à un règlement avec Moscou et réduire les coûts de l'énergie. Les responsables européens débattent actuellement de la possibilité de relancer les ventes de gaz russe par gazoduc à l'Union européenne dans le cadre d'un éventuel accord visant à mettre fin à la guerre contre l'Ukraine, selon des personnes au courant des discussions. Les partisans de l'achat de gaz russe affirment que cela ferait baisser les prix élevés de l'énergie en Europe, encouragerait Moscou à s'asseoir à la table des négociations et donnerait aux deux parties une raison de mettre en œuvre et de maintenir un cessez-le-feu. Alors effectivement, dans les coulisses de l'Union européenne, alors je ne vais pas vous lire tout l'article parce qu'il est un peu long, mais je vous le résume, c'est l'Allemagne qui pousse la Hongrie et la Slovaquie. Donc la Hongrie, la Slovaquie, bien évidemment, ils ont besoin du gaz russe. L'Allemagne, parce qu'il y a une pression énorme du peuple allemand qui en a marre de voir son pays s'effondrer littéralement sous leurs yeux, au niveau économique, tout du moins. Donc une Allemagne qui se tiers-mondise, tout simplement à cause de la crise énergétique causée par les États-Unis lors de leur sabotage des Nord Stream.
Donc bien évidemment les Allemands, même si on les étouffe médiatiquement pour qu'ils ne parlent pas trop des Nord Stream, eh bien en réalité ça pousse dans les rues, ça pousse dans les manifestations. Donc l'AfD et le CDU sont bien obligés de prendre ça en compte. S'ils ne veulent pas des manifestations monstres en Allemagne qui pourraient mettre l'AfD directement au pouvoir. Donc là, ils sont obligés de faire quelque chose. Donc l'Allemagne commence à pousser pour que les Nord Stream soient remis, évidemment pour que l'Ukraine rouvre les gazoducs, bien évidemment. Et donc là, ça va faire un gros changement. Mais attendez, c'est pas fini. Alors ici un article américain qui vient du journal Zero Hedge qui nous dit le Danemark change de ton et autorise le russe Gazprom à effectuer des travaux sur le gazoduc Nord Stream 2 endommagé. Dans une évolution très inattendue, le Danemark travaille désormais directement avec le groupe russe Gazprom pour apporter des mesures d'atténuation environnementale au gazoduc Nord Stream endommagé, à la suite des multiples explosions sous-marines qui les ont mises hors service le 26 septembre 2022, ce qui a conduit à des années d'accusations contre Moscou et un combat de représailles entre la Russie et l'Occident. L'agence danoise de l'énergie a autorisé Nord Stream 2 AG, qui dépend de Gazprom, à effectuer des travaux de préservation du gazoduc Nord Stream 2 en mer Baltique. L'agence a indiqué que de graves risques de sécurité subsistent après que le gazoduc a été rempli d'eau de mer et de restes de gaz naturel. Aussi, on peut lire, cela soulève la question cruciale de savoir si les efforts supposés d'atténuation des effets environnementaux de l'entité russe ne sont qu'un prétexte pour relancer à terme le projet controversé, c'est-à-dire les Nord Stream 2. Cela soulève d'autres questions de contexte et de timing. Après tout, le gouvernement danois est actuellement engagé dans une bataille très publique et une guerre des mots avec la nouvelle administration Trump au sujet de la souveraineté du Groenland. Le petit pays de l'OTAN qu'est le Danemark est-il à la recherche de tous les leviers possibles? Eh oui, on peut se poser la question. En tous les cas, ça arrangerait bien le Danemark de retrouver du gaz russe, tout comme l'Allemagne en réalité. Nous verrons bien comment cela va se passer. Alors, vous voyez que déjà, il y a une tournure très très intéressante au niveau de l'Union européenne quant au gazoduc Nord Stream. On sent le vent du changement. Alors, nous allons voir si vraiment tout cela va jusqu'au bout. Encore une fois, le Danemark seul me semble pas assez pour que vraiment il y ait de vastes réparations concernant les Nord Stream. Nous allons voir cela. Là, il faudrait vraiment plus d'union quant à cette volonté, cette velléité à réparer les Nord Stream. Mais en tous les cas, c'est un très bon début et ça permettrait enfin à l'Union européenne d'essayer de diminuer la crise énergétique, voire même à la fin, dans quelques mois, peut-être 1 an ou 2 ans, d'oublier complètement la crise énergétique. Mais bon, pour l'instant, il faut juste prendre ça comme un espoir, mais non pas comme quelque chose de sûr et certain. Nous verrons. Alors là, un article vraiment édifiant de DPA International qui nous dit le chef de l'armée ukrainienne déplore les violences contre les militaires, contre ses propres militaires, vous vous rendez compte? On a le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Mikhailo Dapravti, a déploré la violence croissante contre le personnel militaire dans le pays. Le meurtre de militaires bien loin des lignes de front est une ligne rouge à ne pas franchir. Nous n'avons pas le droit d'observer en silence la vague croissante de mépris envers les défenseurs de l'Ukraine, a écrit Drapati sur Facebook dimanche. Il réagissait à la mort violente de 2 militaires samedi dernier. Il a appelé les autorités à réagir avec fermeté et à punir les auteurs de ces actes. Une explosion s'est produite samedi dans un bâtiment du bureau de recrutement militaire
du district de Rivne, faisant un mort et 6 blessés. Dans la région de Poltava, un soldat travaillant dans un bureau de conscription a été abattu le même jour selon les autorités, en tant que chef des forces terrestres ukrainiennes. Drapati a critiqué comme intolérable le fait qu'il n'y ait aucune protestation dans la société contre la violence, contre les défenseurs du pays dans la lutte contre l'invasion russe. Bon, traduction française pas terrible, hein. En gros, il critique le fait que ça soit absolument, donc traduction très mauvaise, en gros Drapati dit que c'est intolérable qu'il n'y ait aucune protestation contre ces violences vis-à-vis des militaires ukrainiens par la propre population ukrainienne. Donc ça, c'est terrible. Il a ajouté qu'il y a eu d'autres cas d'humiliation et d'agression contre des soldats, et maintenant nous avons des agressions armées directes, a-t-il ajouté. Donc vous voyez, c'est extrêmement grave, et là, c'est un signe supplémentaire qu'on est vraiment à la fin de l'effondrement de l'Ukraine. Ici, un article de Politico qui nous dit « L'Ukraine panique alors que les États-Unis et la Russie réclament des élections ». Les responsables ukrainiens craignent qu'un alignement entre Washington et Moscou ne les exclue des discussions sur l'avenir de leur pays. Bah, évidemment, ils n'ont rien à craindre, hein, puisqu'ils doivent déjà faire face à la réalité, c'est-à-dire que bien évidemment que c'est Washington et Moscou qui vont décider, et en aucun cas Kiev, bien évidemment. Là, on a, ce week-end, Keith Kellogg, envoyé spécial du président américain Donald Trump pour l'Ukraine et la Russie, a déclaré « Dans la plupart des démocraties, les élections ont lieu même en temps de guerre. Je pense que c'est important. Je crois que c'est bon pour la démocratie. La beauté d'une démocratie forte est d'avoir plus d'un candidat potentiel. » Et oui, ça, c'est comme ça qu'en ont décidé les États-Unis. Alors les candidats potentiels dont on parle beaucoup, c'est Zaloujny, hein, qui est bien entendu le candidat numéro 1 qui devrait remplacer Zelensky, quoi, le plus probable. Mais il y a aussi l'ex-conseiller de Zelensky, c'est-à-dire Alexei Arestovitch, qui lui commence déjà aux États-Unis dans des podcasts à faire parler de lui, hein. Donc voilà, on verra, mais le plus probable ce sera Zaloujny qui devrait être le remplaçant de Zelensky. Encore une fois, nous verrons bien. Là, un article de The National Interest, donc un grand journal américain, qui nous dit « La victoire de l'Ukraine garantira la sécurité des minéraux essentiels. Si le soutien occidental faiblit, les réserves ukrainiennes de terres rares seront laissées à la merci de la Russie et de la Chine. » Bon, inutile de lire tout l'article, hein. Là, en gros, il dit que y a énormément de ressources en Ukraine, il ne faut pas que ça tombe entre les mains de la Russie et de la Chine. Donc là, sans le faire exprès, The National Interest donne les vraies raisons du pourquoi, en réalité, de l'insistance de l'UE et des États-Unis à vouloir prendre l'Ukraine. Eh bien, ce sont les ressources. On en revient toujours là. Écoutez ce qu'a dit Donald Trump sur le Groenland. Hein, donc, ça tombe bien avec ce qui est prévu pour l'Ukraine. Mais j'ai envie de vous dire ce qui était prévu pour l'Ukraine. Parce que c'était ce qui était prévu depuis 2014, s'emparer de l'Ukraine pour s'emparer des ressources, affaiblir la Russie, voire même détruire la Russie. C'était ça le plan. Alors le plan a misérablement échoué et bien évidemment, là, le fait de parler de la victoire de l'Ukraine garantira la sécurité des minéraux essentiels est absolument ridicule, comme si la victoire de l'Ukraine était encore possible. C'est un article complètement surréaliste, hein, totalement absurde, clownesque même, j'ai envie de vous dire. Mais bon, voilà, donc inutile de vous dire que cet article totalement pro-propagande américaine est complètement ridicule, bien entendu, car il va de soi que l'Ukraine, en réalité, va être dans les mains de la Russie, bien évidemment, et pas de la Chine, mais bien de la Russie, et que de toute manière, même s'il reste
le côté ouest de l'Ukraine. Vous vous doutez bien que la Russie aura son mot à dire quant au destin de l'Ukraine et qui sera à Kiev, bien évidemment. Mais bon, nous verrons bien. Évidemment, on ne peut pas savoir ce qu'a prévu Vladimir Poutine pour l'Ukraine. Donc, encore une fois, nous verrons bien, tout est possible. Ici un article du Daily Mail qui nous dit le plan de paix de Trump pour l'Ukraine a fuité. Des pourparlers avec Poutine, un cessez-le-feu d'ici Pâques et la fin du rêve de Zelensky au sein de l'OTAN figurent parmi les détails du rapport. Le président américain Donald Trump tentera de forcer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à accepter un cessez-le-feu avec la Russie d'ici Pâques, dans le cadre d'un plan de paix. Alors voyons c'est quoi le plan de paix de Donald Trump, sachant que c'est le deuxième plan de paix. Le premier plan de paix, bon, je vous l'avais déjà présenté il y a quelques temps, il était absolument ridicule. Puisque en gros, le plan de paix de Donald Trump, c'était un cessez-le-feu. L'Ukraine n'entrera peut-être pas dans l'OTAN, mais c'est possible d'ici 10 ou 20 ans. Et peut-être que les États-Unis enlèveront les sanctions contre la Russie. Ça, c'était le premier plan de paix de Donald Trump. Absolument ridicule. Regardez le deuxième, le tout dernier qui a fuité entre guillemets. Hein. Vous avez vu les guillemets. Hein. Évidemment que c'est une fuite volontaire, bien évidemment. Donc Trump donne 100 jours pour faire le plan de paix avec l'Ukraine. Donc qu'est-ce que demande Trump pour le plan de paix? Alors là maintenant, pour l'Ukraine, il dit que l'Ukraine ne devra pas rejoindre l'OTAN et en plus doit déclarer sa neutralité. Bon. Ensuite, on a l'Europe et l'Angleterre qui devront avoir des soldats qui pourront surveiller la zone que vous voyez ici, c'est-à-dire la zone du front. Parce que évidemment, et là on y arrive, le front sera gelé pour avril, le 20 avril, pour le 20 avril, pour Pâques. Donc voilà, donc à partir du 20 avril, hop, le front est gelé. Voilà. Ensuite, l'Ukraine doit se retirer de l'oblast russe de Kursk. Enfin, Kiev accepte que les oblasts pris par les Russes ainsi que la Crimée deviennent définitivement russes et qu'ils oublient ces territoires. Donc vous voyez par rapport au premier plan de paix de Donald Trump, il est infiniment plus fourni et là il donne de vrais gages à Vladimir Poutine. Mais tout ça n'intéresse en rien Vladimir Poutine. Là c'est pas du tout ce que Vladimir Poutine demande depuis le début. En effet, c'est pas du tout ce que veut Vladimir Poutine. Lui, il veut une dénazification de l'Ukraine, il veut un désarmement de l'Ukraine, il veut que toutes les sanctions contre la Russie soient retirées, et il l'a bien dit déjà précédemment, il ne veut pas d'une DMZ à la Corée du Nord, Corée du Sud. Donc évidemment, tout ça ne peut pas fonctionner. Et ce plan de paix sera, bien entendu, dès qu'il sera officialisé, il sera immédiatement rejeté par la Russie. Et enfin, la Russie a tout intérêt à jouer la guerre d'attrition jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à en réalité la capitulation de l'Ukraine. Parce que plus le temps passe, plus les Russes avancent et éventuellement pourront prendre les autres oblasts russophones. Et enfin, quand l'Ukraine sera complètement effondrée, bien évidemment, là, la Russie n'aura plus qu'à attendre une capitulation inéluctable qui donneront tous les atouts en main à la Russie, à Vladimir Poutine, qui pourra décider à loisir exactement ce qu'il veut à ce moment-là. Donc la Russie a tout intérêt à jouer encore la montre, car l'idéal pour la Russie, c'est d'attendre la capitulation de l'Ukraine, qui de toute manière devra obligatoirement apparaître, car plus le temps passe, plus la Russie avance en Ukraine, et c'est autant de ressources que Washington voit s'échapper.
Donc Washington, quand il verra qu'il ne peut plus rien faire contre la Russie et que Washington sera totalement impuissant, il pressera l'Ukraine à demander la capitulation pour éviter que la moitié de l'Ukraine, ou plus même, soit entre les mains des Russes, et donc que les Russes aient encore plus de terrain, plus de minéraux rares, plus de terres agricoles, plus de tout en réalité, donc encore plus puissante. Donc autant arrêter les frais à un moment donné, mais bon, le problème c'est que Washington ne veut pas perdre la face. Et là, tout ce qui est en train de faire Washington, c'est pour ne pas perdre la face. Uniquement pour ça, hein. Donc, et après, si la Russie avance toujours, ce qu'elle devrait continuer à faire, eh bien là, le coup de ne pas perdre la face, ce sera oublié. Après, ce sera panique à bord à Washington. Ils presseront Zelensky de capituler pour éviter de faire une Russie beaucoup trop forte qui aura la moitié de l'Ukraine. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Alors ici un article de DPA International qui nous dit Fico, candidat slovaque à la présidence, en fait il est Premier ministre slovaque, je ne sais pas pourquoi ils disent cela, affirme que des réseaux liés à l'Ukraine tentent de le renverser. Bah oui, ça c'est évident, n'oublions pas qu'il s'est pris plusieurs balles à bout portant et qu'il s'en est miraculeusement remis. Le Premier ministre slovaque de gauche, Robert Fico, a déclaré vendredi qu'il disposait de preuves que des réseaux liés à l'Ukraine tentaient de déstabiliser la Slovaquie et de renverser son gouvernement. Un citoyen ukrainien est déjà en détention dans le cadre de cette affaire en attendant son expulsion, mais d'autres pourraient être expulsés du pays, a déclaré Fico. La Slovaquie a également imposé plusieurs interdictions d'entrée sur le territoire. Il a cependant affirmé qu'il existait des preuves montrant que les organisateurs d'une série récente de manifestations de masse contre le gouvernement slovaque étaient non seulement étroitement liés à des éléments de l'opposition slovaque, mais aussi à la soi-disant Légion géorgienne. J'aime bien la soi-disant, comme si elle n'était pas réelle. Bref, c'est le biais totalement propagandiste, pro-OTAN, pro-UE de DPA International. Mais bon, qui peut être étonné? Alors, faut savoir que la Légion géorgienne, elle a été financée en partie par USAID, tiens, hein, dont on ne cesse de parler en ce moment dans les médias, et qui avait donné 41,7 millions de dollars au parti d'opposition géorgien contre le gouvernement géorgien. Alors évidemment, normalement, comme c'est une organisation humanitaire, pourquoi elle a donné autant d'argent pour un si petit pays que la Géorgie? Bon, vous comprenez que tout est lié, hein. USAID étant un paravent de la CIA, le grand marionnettiste, c'est la CIA, bien évidemment. Alors l'autre financier de la Légion géorgienne, c'est l'Open Society de George Soros. Voilà, et là la boucle est bouclée, vous avez tout compris. Donc là, selon Fico, les services secrets ukrainiens utilisent également des représentants de la Légion géorgienne pour mener des activités à l'étranger. Le chef de l'association, Mamouchlashvili, et plusieurs autres personnes dont les noms n'ont pas été dévoilés sont sous le coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire ukrainien. Bref, donc Fico a fort à faire parce que évidemment le pauvre qui a failli mourir parce qu'il ne plaisait pas à l'Union européenne et à l'OTAN, hein, tout simplement. Faut pas oublier que l'Occident, c'est une entité terroriste, ne l'oublions pas. Rappelons-nous les deux tentatives d'assassinat sur Trump. Rappelons-nous, il y a une tentative d'assassinat, mais dont les médias ont été très discrets sur Viktor Orban. Bon, Fico, vous le connaissez bien, sans compter la mort du président iranien, de l'ex-président iranien, dans un hélicoptère présidentiel. Vous vous souvenez de ça? Comme par hasard, c'est tous ceux qui sont anti-OTAN, anti-UE, qui ont des tentatives d'assassinat, ou même qui meurent hein, carrément. Donc, bon, rien de nouveau sous le soleil en réalité, sauf que le Premier ministre slovaque, lui, c'est un battant. Et c'est un battant, il l'a prouvé.
Donc à mon avis, il va s'en sortir parce qu'il a vraiment pris les choses en main en Slovaquie. Et la CIA, l'Open Society USAID d'ailleurs qui va disparaître, mais il y en a d'autres, hein, des ONG comme ça, bon, ne feront pas le poids face à un personnage tel que Robert Fico. Alors ici un article très intéressant de Politico sur Viktor Orban, mais pas du tout sur le titre, hein. Bon, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est là. Orban a également menacé une fois de plus d'opposer son veto à la prolongation des sanctions de l'Union européenne, affirmant que la décision de l'Ukraine de couper l'approvisionnement en gaz russe de son territoire était inacceptable. Alors souvenez-vous, dans le dernier point sur l'Ukraine, je vous avais dit que Viktor Orban avait accepté au final les sanctions de l'Union européenne contre la Russie parce que l'UE avait donné des garanties à Viktor Orban comme quoi le gaz en provenance d'Ukraine allait être remis en l'état. Or, c'est toujours pas ce qui est arrivé. Donc, l'UE a menti à Viktor Orban, puisque en gros, l'Ukraine ne fait strictement rien. Donc, Orban a bien vu que en réalité, l'Union européenne cherchait à gagner du temps et n'avait absolument rien dit à Zelensky. Et donc là, selon Orban, si la Commission européenne ne parvient pas à tenir les garanties de sécurité énergétique promises à Budapest, cette fois-ci, il le pense vraiment. Citation, une décision sur les sanctions doit être prise tous les 6 mois. Et si la Commission ne respecte pas ces garanties, alors nous ne commencerons pas seulement à parler de la levée des sanctions, mais nous les lèverons vraiment, a déclaré M. Orban. Un pays peut le faire, donc c'est la Hongrie, si nous devons vraiment le faire. La Hongrie peut dire, bon, tout le monde peut rentrer chez soi maintenant. Les lumières s'éteignent, les sanctions sont levées, tout le monde peut rentrer chez soi. Mais c'est une mesure très dure. Elle ne doit être utilisée qu'en dernier recours, a-t-il ajouté. Hein, bon, ça c'est un petit peu pour adoucir ses propos à la fin. Mais bon, en gros, c'est pas joué, hein. Moi je pensais que c'était joué, qu'il avait baissé la tête, Orban. Mais non, c'est encore, c'est pas fini cette affaire. Donc les sanctions contre la Russie peuvent être très très bientôt levées parce que là, les 6 mois, là, c'est dans quelques semaines, je crois, ou quelques jours. Je ne sais plus exactement, mais c'est très bientôt. Donc ça se trouve, si aucune garantie n'est prise avec l'Ukraine quant au gaz, eh bien la Russie pourrait voir ses sanctions, tout du moins de l'Union européenne, disparaître. Nous verrons bien. Alors ici un article du New York Times qui est vraiment très drôle. Alors très drôle pour les connaisseurs, hein. Les troupes nord-coréennes ne sont plus sur le front des combats en Ukraine. Oh, on aurait aimé, nous, voir des documents, des vidéos de Nord-Coréens morts. Ah, mais là, ils sont plus sur le front. Comment on va faire? La Corée du Nord a envoyé ses meilleures troupes pour aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Mais après des mois de pertes considérables, elles ont été retirées du front. Ah, alors, que s'est-il passé? On nous disait dans les médias que les Nord-Coréens envoyés, ils allaient se battre jusqu'à la mort, reculer n'était pas une option. On nous disait ça sur LCI. Alors je comprends pas pourquoi ils ont été retirés du front. Ça veut dire que la Russie n'en a plus besoin, que la Russie est déjà complètement gagnante et elle a plus besoin des Nord-Coréens. Ah non, pourtant c'est pas ce qu'on nous laisse entendre dans l'article. Bon, on va pas lire tout l'article parce que vraiment ce serait de la perte du temps, mais là on va lire ça. Les troupes nord-coréennes envoyées pour renforcer les forces russes qui tentent de repousser une offensive ukrainienne à l'intérieur des frontières de la Russie n'ont pas été vues au front depuis environ 2 semaines, ont déclaré les responsables après avoir requis l'anonymat. Ah, pourtant, il y avait 11 000 soldats nord-coréens à Koursk. 11 000. 11 000. Et ces 11 000 soldats ont subi des pertes considérables. Et là, ils ont été retirés du front, on ne sait pas pourquoi. Voilà, on ne sait pas. Et elles ont été retirées du front, mais bon, en attendant, il y a eu des pertes considérables. Ça veut dire qu'il y a des milliers et des milliers de soldats nord-coréens morts à Koursk.
Et bon, bah, dans ces cas-là, ce serait facile de prendre des photos de soldats nord-coréens morts, parce que s'ils sont morts, ça veut dire qu'ils ont été tués par des soldats ukrainiens. Donc ils ont tout le loisir bah, de prendre des photos. Un soldat nord-coréen mort, il va pas pouvoir se défendre. Alors je comprends pas. Donc ils ont l'air d'avoir énormément d'informations, mais bon, ils ont beaucoup d'informations, mais ils ont aucune vidéo, aucune photo, aucun document, voilà. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Alors vraiment, vraiment, là c'est de la propagande faite par l'amateur du dimanche dans son garage, quoi. C'est à pleurer de rire, tellement c'est ridicule. Vraiment c'est ridicule. Et c'est repris par un grand journal international. Mais d'un autre côté, ont-ils le choix, ces journaux-là? Ont-ils le choix? Ça a été imposé par la CIA, surtout que le New York Times et le Washington Post sont deux journaux très très connus pour être complètement en cheville avec la CIA, beaucoup plus que tous les autres journaux américains. Donc on ne s'étonnera pas qu'ils soient obligés de dire ça. Évidemment, c'est repris par la propagande de l'Union européenne. C'est triste, hein. Pour le journalisme, c'est triste. Alors là encore un article très drôle qui vient cette fois du grand journal turc Anadolu Ajansi, qui dit: le président ukrainien exige des armes nucléaires comme alternative à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Zelensky estime que si le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN prend des années, Kiev devrait se doter d'armes nucléaires. Alors vous voyez qu'il est toujours sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, sachant que personne, je dis bien personne de sérieux dans l'Union européenne et les États-Unis bien sûr, ne veut d'une Ukraine dans l'OTAN. Il n'y a que des pays comme la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie qui sont toujours là-dessus. Et la République tchèque éventuellement. Mais voilà, c'est tout. Mais les pays sérieux ne voient pas évidemment l'Ukraine dans l'OTAN. Et ni même le grand marionnettiste, c'est-à-dire les États-Unis. Mais Zelensky, il est toujours dessus. Il est toujours là-dessus. Et, et il dit, bah voilà, si on n'entre pas dans l'OTAN, hein, parce que ça risque de prendre des années, hein, vous voyez comment il espère, hein. Lui, il parle en années, il fait pas une croix dessus, hein. Il dit pas ah bah si l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Non, il dit si l'Ukraine entre dans l'OTAN dans des années, eh bien nous on réclame des armes nucléaires en échange. Vous voyez un peu le surréalisme de ces déclarations. Vraiment, Zelensky fait vraiment pitié, quoi. Vraiment pitié. Bon, évidemment, vous ne devinerez jamais à qui il réclame les armes nucléaires, bien évidemment, aux États-Unis. Donc, mais oui, bon, il en est à ce niveau-là, Zelensky, hein. Pauvre Zelensky, il est vraiment pathétique. Encore un article très drôle, toujours du New York Times, qui dit: Trump appelle à échanger les minéraux essentiels de l'Ukraine contre davantage d'aide américaine. Effectivement, davantage d'aide américaine, c'est en armement et en financement. L'Ukraine a déjà souligné qu'en soutenant son effort de guerre, les États-Unis pourraient avoir accès aux richesses du pays en minéraux essentiels comme le lithium et l'uranium. Bon, il n'y a qu'un petit souci, c'est que les grandes richesses de l'Ukraine sont côté Est. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire le lithium, le charbon et la plupart des terres agricoles sont à l'Est. Je crois que l'uranium, c'est centre et ouest, donc ça peut aller. Donc, bon, oui, alors il veut les minéraux essentiels, très bien, mais et la Russie là-dedans? Parce qu'il oublie la Russie quand même, Trump, elle a peut-être son mot à dire, étant donné que, bon, bah oui, il y a des richesses comme le lithium, le charbon, les terres agricoles et même l'uranium, mais bon, l'Ukraine est toujours en guerre, la Russie avance toujours. Qu'est-ce qui va rester comme mine intéressante en Ukraine quand la guerre sera vraiment finie? Vraiment, vraiment. Et en imaginant que Vladimir Poutine prenne encore 4 oblasts, hein, pour refaire plus ou moins la Nova Rassia. C'est-à-dire s'il prend tous les oblasts russophones, bah là il va quasiment plus rien rester en terres rares, en choses intéressantes pour Trump. Il y aura presque plus rien. Et oui, encore une fois, tout est concentré côté Est.
Voilà, toute la richesse de l'Ukraine était côté Est, sans compter la fameuse centrale nucléaire de Zaporojye, qui est la plus grande d'Europe. Donc, bon, voilà, faudrait peut-être penser à la Russie. Peut-être que la Russie aurait son mot à dire, et encore une fois, je le répète, la guerre n'est pas finie. Dont Trump veut, espère, mais il y a le mur des réalités. Et là, Trump, il va se le prendre en pleine figure. Là, un article de Politico pour vous montrer l'extrême servilité de la Pologne envers les États-Unis. On peut lire, la Pologne dépense beaucoup d'argent en armement pour rester amie avec Trump. Le ministre de la Défense polonais prévient que l'Europe doit dépenser davantage pour maintenir la présence américaine en Europe. Vous voyez à quel point la Pologne est totalement entre les mains de Washington, mais vraiment totalement, hein. Et je suis sûr que la Pologne même devance même la pensée de Washington, tout ça pour bien se faire voir. Et donc la Pologne fait vraiment du zèle. C'est vraiment très triste pour la Pologne. Très très triste. Là, on a un article de The Avioniste qui nous annonce que Sébastien Lecornu, notre ministre de la Défense, donc a annoncé le 6 février 2025 que les premiers Mirage 2000 ont été envoyés par l'Ukraine, pilotés par des pilotes ukrainiens. Et ça, c'est le message X de Sébastien Lecornu. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, c'est bien beau tout ça, mais ça va faire comme les F-16. Et même pire que les F-16, parce que les F-16 donnés à l'Ukraine sont mieux que les Mirage 2000 que nous, on a donnés à l'Ukraine, hein. Alors à quoi servent les Mirage 2000 à l'Ukraine? Bah à rien, bien évidemment, tout comme les F-16, qui ne servent à rien, à part à faire beau et à se donner bonne conscience. Alors ici, parlons le vrai, la livraison des Mirage 2000 à l'Ukraine, c'est juste la France qui se débarrasse de ces vieux avions, hein. C'est tout. Comme ça, elle aura plus à les entretenir et elle donne la patate chaude à l'Ukraine. Voilà. En gros, la France s'en débarrasse. C'est pas pour aider l'Ukraine, hein, soyons sérieux 2 secondes, hein. En plus, l'Ukraine, elle se débat dans un maelstrom d'équipements divers venant de tous les pays du monde, avec des logistiques différentes pour chaque avion, des pièces pour la maintenance différentes pour chaque avion. Bon, bref, c'est plutôt un handicap qu'on donne à l'Ukraine. Il aurait mieux fallu qu'on donne plus de F-16, ça aurait été peut-être un petit peu plus logique. Mais bon, encore une fois, parlons le vrai, la France se débarrasse de ses Mirage 2000. Voilà, et en même temps, ça fait bien à l'international. Ça fait style, regardez, j'ai de l'Ukraine. Bien entendu, il n'en est rien. On finit avec un article économique de Politico très intéressant, le dilemme des engrais dans l'Union européenne. Comment tuer les profits de Poutine sans nuire aux agriculteurs? Les taxes sur les engrais russes visent à attaquer la machine de guerre de Moscou. Les producteurs européens sont toujours en colère. La dernière décision de la Commission européenne d'imposer des droits de douane sur les engrais russes était censée être une triple victoire. Étouffer une source de revenus pour la machine de guerre de Moscou, aider les fabricants européens en difficulté et éviter des hausses de prix qui pourraient encore plus mettre en colère les agriculteurs de l'UE déjà au bord de la révolte ouverte. Au lieu de cela, cela ressemble plutôt à un triple échec. Les fabricants européens d'engrais avertissent depuis des mois qu'en raison de la réduction des exportations de gaz naturel vers l'Europe, Moscou transforme son gaz bon marché en engrais bon marché et l'expédie vers l'UE. Cette stratégie permet à la Russie de conserver un flux de trésorerie précieux malgré les sanctions occidentales destinées à affamer l'économie de guerre du Kremlin. La Commission prend désormais enfin des mesures en proposant d'imposer des droits de douane sur les engrais russes et biélorusses. Mais ce plan, soigneusement élaboré, qui prévoit des périodes de transition de plusieurs années et des phases de mise en œuvre prudente, risque de ne satisfaire personne. Il risque de ne pas réduire de manière significative les revenus de la Russie, tout en laissant les producteurs européens d'engrais dans l'impasse. Pendant ce temps, les agriculteurs qui dépendent des produits russes bon marché pour réduire leurs coûts disent qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer les coûts supplémentaires. Vous voyez,
C'est les sanctions à la Bruno Le Maire, ça. Vous voyez, les sanctions occidentales qui toujours se retournent contre elles. À chaque fois. À chaque fois, la Russie trouve un moyen de contournement qui fait qu'en réalité, elle ne perd rien. Donc, et à chaque fois, on est les dindons de la farce, bien évidemment. Et là, l'Union européenne insiste toujours, toujours plus de sanctions. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ils ne connaissent pas la marche arrière. Donc ils foncent contre un mur, mais ils préfèrent foncer contre le mur plutôt que de perdre la face et de renoncer à leurs sanctions. On en est là. Vraiment, l'UE, comme d'habitude, hein, depuis maintenant des décennies, ils font pitié. Et on est toujours dans le pathétique, hein. On ne peut pas sortir du pathétique. Donc c'est à en pleurer, mais il faut s'habituer. Tant que l'Union européenne existera, ce sera toujours comme ça. Bref, voilà, passons à la carte militaire. Voici la carte militaire du 8 février 2025. Donc ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il y a eu des attaques de drones ukrainiennes principalement sur la ville de Krasnodar. La plupart des drones ont été arrêtés. Dans la région de Rostov ici aussi, mais la plupart des drones ont été arrêtés, donc très peu de dégâts dans ces deux endroits. Un ULM drone a frappé une usine à gaz sur Astrakhan. Ça a fait quasiment aucun dégât. En fait, c'est seulement les débris du drone qui ont fait des dégâts. Donc rien d'inquiétant côté russe. Il y a eu une attaque de drone aussi type ULM sur une raffinerie de pétrole à Smolensk. Smolensk avait déjà été frappé la semaine dernière par un drone qui voulait frapper une centrale nucléaire, celle de Smolensk, mais le drone avait été arrêté en vol, donc il n'y avait eu aucun dégât. Là par contre le drone a fait des dégâts entre mineurs et moyens sur une raffinerie de pétrole. En tous les cas, l'incendie a été rapidement arrêté. Alors maintenant sur le front concernant le sud, Oblast de Kherson, il ne s'est rien passé. Oblast de Zaporojye, il ne s'est rien passé non plus. Par contre, là où il s'est passé des choses, c'est ici. Donc déjà, bon, Velika Novosilka la semaine dernière a été pris, ça c'était un énorme morceau. Donc voilà, je le rappelle, mais c'est juste pour dire ce qui s'était passé la semaine dernière. Là, un nouveau chaudron qui est ici, qui est en train de se refermer. Vous voyez que les Russes ont fait une avancée. Donc là, Dachny a été confirmé, ça a été prise. Vous voyez que c'est à l'ouest de Kurakovo, hein, juste pour vous situer, hein, Ougledar, c'est ici, voilà, toujours pour vous situer. Les Russes ont avancé sur Andrievka, mais pas assez pour que je le note. Évidemment, la tenaille va se refermer sur Kostiatynopil et le chaudron va évidemment se fermer comme c'est prévu. Là, les Russes ont avancé sur Zgribnie. Zgribnie a été prise, donc là une avancée assez importante. Donc là on pouvait voir que Pakrovsk ici, qui est toujours l'endroit le plus important du front, et bien Pakrovsk, là les Ukrainiens ont fait des attaques. Et oui, une fois n'est pas coutume. Là ils ont fait une offensive sur Pitchanier, donc la ville minière, charbonnière de Pitchanier, et aussi sur la ville minière d'Oudachnier. Donc là, les Ukrainiens, bah, je ne sais pas pourquoi, mais la semaine dernière, là, ils se sont réveillés dans la région de Pakrovsk et ils ont lancé donc ces deux offensives relativement importantes par rapport à d'habitude. Bon, évidemment, leur offensive a échoué. Ils se sont fait massacrer d'ailleurs. Là, les Russes ont avancé, ils ont pris la ville de Voïdianier. Donc ça, c'était une prise relativement importante ici parce qu'il y avait une assez grande résistance.
Alors pourquoi il y avait une assez grande résistance côté ukrainien? Parce qu'ils protégeaient la route d'approvisionnement principale côté est de Pakrovsk. Donc c'est pour ça. Alors là, ils ont été éliminés, donc les Russes ont le contrôle complet maintenant de cette rousse côté est qui alimentait Pakrovsk. Alors là, c'est l'événement de la semaine, hein. Événement de la semaine, bah, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, Toretsk, je vous avais dit que je vous annoncerais la prise de la ville. Ça y est, c'est officiel. Le ministre de la Défense russe vient d'annoncer que Toretsk était complètement prise. Donc là, c'est un gros coup dur puisque vous voyez, c'est entouré d'un rond jaune. Quand c'est entouré d'un rond jaune, ce sont les cibles ou les endroits les plus importants du front. Sachant que le plus important du front, Pakrovsk, est entouré d'un carré rouge parce que c'est l'endroit le plus important. Les triangles rouges que vous voyez là, ce sont les cibles futures les plus importantes. Donc ça ne fait pas partie du front. Alors Toretsk, voilà, qui était un gros hub logistique et un verrou moyen stratégique, donc un endroit très important. Encore une fois, je le répète, moins important que Pakrovsk, mais voilà, juste après Pakrovsk en importance, Toretsk est tombé, c'est un coup dur absolument terrible pour l'Ukraine. Maintenant, bien entendu, Tchassivial. Alors Tchassivial, le plus gros verrou du front qui mènera les Russes ensuite à Kramatorsk et à Slaviansk. Tchassivial résiste malgré que 98%, 99% de la ville, pour ne pas dire 100%, a été prise au moment où je vous parle. Il y a toujours une grande résistance ukrainienne. C'est pour vous dire que pour les Ukrainiens, Tchassiviar, c'est extrêmement important. Ils lâchent tout ici. En fait, Toretsk étant maintenant complètement tombé, là, c'est abandonné. Par contre, Tchassiviar, il y a eu les forces ont fait une retraite, ils sont partis sur Tchassiviar. Évidemment, hein, Pakrovsk, comme c'est l'endroit le plus important, ben, ils envoient toujours des forces. Ils se sont même permis 2 offensives notables. Autre endroit plus au nord, donc sur Krasny Liman, il ne s'est rien passé. Et par contre, dans la région de Kupiansk, là, ça y est, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors sur Kupiansk, directement la ville, non. Par contre, plus au nord, là, il y a eu des bonnes, avancées. Donc Dvorichna a été prise, Novomlinsk a été prise. Donc vous voyez, ça avance. Et là, il y a même eu une avancée à l'extrême nord, hein, puisque Topoli, cette petite ville, a été prise par les Russes. Donc là, les Russes avancent voilà, vers le nord, comme il y a une forte résistance à Kupiansk. Eh bien, bah, ils vont là où c'est plus facile. Et alors, que vont-ils faire? Je ne le sais pas. Vont-ils rejoindre le fameux front Lipsi-Vovchansk? Je ne le sais pas. Donc là, j'ai pas mis de flèche stratégie puisque je ne sais pas comment ça va se passer. Ah, pendant que j'y pense, Toretsk va certainement être renommé et ils vont reprendre l'ancien nom et qui est de Dzezinsk, si je me souviens bien. Puisque avant de s'appeler Toretsk, la ville s'appelait Dzezinsk. Donc à mon avis, elle va être renommée Dzezinsk pour retrouver son nom qui avait été nommé comme ça par l'Union soviétique dans les années 30, si je me souviens bien. Mais je crois que c'est ça. Donc Toretsk, qui est un nom ukrainien, va certainement changer de nom. Alors maintenant, on va finir sur Kursk. Kursk, il s'est passé des choses. Et côté ukrainien, une fois n'est pas coutume. Donc là, les Ukrainiens, décidément, se réveillent. Ils ont fait une offensive notable sur Malaya, une offensive notable sur Niznil. Donc ça a échoué, hein. Ces 2 offensives ont échoué.
Et là, ils ont fait 3 offensives. Donc, alors là, je vais enlever le point d'interrogation parce que je ne savais pas comment cette offensive s'était passée côté ukrainien, mais j'ai eu des dernières informations et maintenant je sais. Donc là, il y a eu 3 offensives notables qui sont parties de Souja, des offensives ukrainiennes, vers Tcherkesskaya. Au début, on pouvait penser qu'ils avaient réussi, les Ukrainiens, à pénétrer la ville, et au final, ils se sont fait repousser. Donc il reste des forces ukrainiennes ici, mais elles sont en train de faire une retraite vers Souja. Mais ils ont failli réussir pour cette offensive-là. Pour Ulanok, ils ont fait une offensive où ils sont entrés assez en profondeur, mais ils se sont fait complètement repousser ici. Pareil sur Ruskaya, Konopelka, ils se sont fait complètement repousser. C'était sur Tchelkaskaya où j'avais un doute, les rapports n'étaient pas très clairs. Mais ça y est, là au moment où je vous parle, les forces ont bien été repoussées. Donc les 5 offensives notables sur Kursk, étonnantes et très inhabituelles, ont été toutes repoussées pour cette offensive-là, non sans mal côté russe, hein. Les Russes ont eu du mal, la ville a failli être, bon, pas prise, mais traversée par les forces ukrainiennes. Donc là, il y a eu des difficultés russes. Finalement, ils ont pu repousser les forces ukrainiennes. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est le dernier sursaut du cadavre ukrainien. Là, ils lancent tout ce qu'ils peuvent, ils savent que c'est la fin, donc ils font un dernier sursaut, c'est comme ça que je l'analyse. Évidemment, ça a échoué, comme ça devait échouer de toute manière. N'oublions pas on est côté russe ici. Là, c'est vraiment pour dire, regardez, on est encore capable de faire des choses. Donc voilà, on peut dire en conclusion qu'il y a eu des offensives importantes ukrainiennes sur Kursk, mais pas que, aussi sur Pakrovsk, hein. Là, ils jettent leur dernière force et tout a échoué, comme c'était très prévisible. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire du 8 février. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Et toujours, soyez curieux.